Cette année, Noël est arrivé un peu plus tôt pour certaines personnes. 9 chanceux participants au sondage d'Audimat de CCTV français ont été sélectionnés parmi des milliers d'autres. Leur prix, un grand voyage en Chine. Bonjour. Beijing, Shanghai, Suzhou leur ont été offertes sur un plateau. Une virée qui restera gravée dans leur mémoire comme une expérience magique. Pour la plupart des téléspectateurs du monde entier, la Chine n'est visible qu'à travers la télévision ou les livres. Marcher sur la Grande Muraille s'apparente à un rêve lointain. Le monument symbole de l'Empire du Milieu cristallise des siècles d'histoire et reste le témoignage architectural le plus impressionnant de la Chine antique. Pour nos 9 gagnants, le rêve est devenu réalité. D'ailleurs, Sylvia a voulu embrasser la muraille pour y croire. Cette fois-ci, j'aimerais bien voir vraiment, presque toucher le Grand Muraille, parce que je veux sentir que c'est bien là. J'ai bien vu dans les émissions, mais je veux bien sentir que c'est réel. Un soleil éclatant et un grand ciel bleu. Que demander de plus pour la visite de Badaling, qui reste le mieux conservé? Mao Zedong a écrit « Celui qui n'est jamais allé sur la Grande Muraille ne peut pas prétendre être un vrai homme ». Notre groupe crie sa fierté du haut de la muraille. Mais Beijing ne serait pas Beijing sans la cité interdite. Ellie semble très impressionnée par la bonne conservation du monument. Et aujourd'hui, je suis dans la grande cour de la cité interdite et je me rends compte, après avoir visité la Grande Muraille, que la Chine a pu maîtriser sa culture, la conserver, s'ouvrir au monde tout en étant immuable. Et là, vraiment, je lui tiens un grand coup de chapeau. Bravo à la Chine. Peu importe d'où on vient, la beauté des lieux vous coupe le souffle. Nous avons beaucoup d'estime envers la Chine qui est un grand pays aujourd'hui, la Chine qui est un pays qui est en train de gravir les échelons au jour au lendemain. Comme vous le savez, la Chine, c'est un pays qui a une très longue histoire. Et par rapport à ça, en tout cas, nous sommes très ravis que nous puissions mettre nos 2 pieds sur ces sites touristiques. Après une journée pleine d'émotions, une bonne fondue s'impose. Et pas n'importe laquelle. La fondue traditionnelle pékinoise autour d'un cône de cuivre. Autour de la table, la bonne humeur s'installe, avec la farandole de plats. Et pour compléter ce merveilleux repas, notre joyeux groupe trinque, du sec au baïtio, l'alcool à base de céréales. Après les délices de la capitale culturelle chinoise, les voici en route vers la capitale économique du pays. Le groupe a emprunté la ligne ferroviaire à très grande vitesse reliant Beijing à Shanghai en 5 heures pour couvrir une distance de 1450 km. Shanghai. Que n'a-t-on pas déjà dit sur cette mégalopole qui alimente tous les fantasmes? Cette ville qui a toujours su allier modernité et tradition avec panache. Place maintenant au Shanghai moderne. La plus haute tour de la ville, plus de 400 mètres sur 100 étages, offre un panorama impressionnant. De quoi laisser un souvenir inoubliable à notre groupe. Je ne pouvais pas croire qu'un jour, en tout cas, je pouvais découvrir cette gratte-ciel. Mais aujourd'hui, moi-même, je suis venu, en tout cas, essayer donc déceler, en tout cas, les maîtres des maîtres, en tout cas, que cet immeuble mesure. En tout cas, je suis très impressionné. Je ne pouvais pas croire qu'un jour, je pouvais monter dans une gratte-ciel de 474 mètres. L'exploration de la ville se poursuit par Tianzefang, quartier touristique situé à la lisière de la célèbre concession française. En entrant dans ces ruelles étroites, nos visiteurs sont assaillis par les fils électriques, les enseignes et les vitrines multicolores.
Les nombreux magasins et les terrasses de café offrent un spectacle des plus animés aux yeux de nos visiteurs. Mais les vedettes du quartier restent certainement les magasins de soierie où sont vendus des habits traditionnels chinois. Et cela inspire Ellie, qui, après de nombreux essayages plus ou moins heureux, insiste pour nous faire partager sa plus belle imitation de Jackie Chan. Ça, c'est du bon, là. Ah, oh là là, je suis... Pendant que certains jouent les victimes de la mode, d'autres ont des pulsions plus littéraires. Fadela s'empare d'un bouclier de comptable pour en faire un drôle d'instrument à percussion. Et alors elle déclame en arabe un poème et y met vraiment tout son cœur. Bravo, bravo. Pourquoi j'adore la Chine? C'est parce qu'en Chine, il y a la Chine moderne et la Chine ancienne. Vous voyez toutes ces maisons-là, ce sont de vieilles maisons qui datent de longtemps, de longtemps. Quant à Sylvia, nul ne sait si elle craquera ou non pour cette très discrète pièce de joaillerie. Il faut qu'il apprendre chinois. Thank you. L'heure de montrer fièrement les trophées de la journée a maintenant sonné. Ellie, en bon mari attentionné, exhibe d'un geste héroïque les magnifiques vêtements chinois qu'il a achetés pour son épouse. En un saut de plus, le groupe se retrouve dans la partie habitée de la concession française. La maison de Monsieur Lin est célèbre dans le coin pour son architecture typiquement occidentale, belge pour être exact. Cet aspect ne manque pas d'éveiller la curiosité de Claude, architecte de son état. Monsieur Lin, en bon maître des lieux, lui montre toutes les particularités de sa demeure. Dans un autre coin de la pièce, le fils de Monsieur Lin, Darren, musicien professionnel, montre ses talents de virtuose au piano et joue un morceau de Beethoven. Également mélomane, sa mère prend le relais avec le erhu, un instrument traditionnel chinois. Comme chacun le sait, la musique n'a pas de frontières. Notre groupe entonne à son tour la célèbre chanson Fleur de jasmin. Après cette pause musicale, la visite reprend. Nous voici au cœur de l'atelier 1933. Notre guide s'appelle Claude. Lieu très étrange et puis très intéressant pour moi parce que c'est une architecture très particulière, un ancien abattoir avec des tas de passerelles où on essaie d'imaginer où passer les bœufs. C'est en train de se transformer en un merveilleux lieu avec des tas de commerces et puis en haut il y a une grande salle. On est encore là dans le superlatif. Aucun répit n'est laissé à nos visiteurs, avec l'organisation d'un petit jeu de piste. 2 équipes, un seul et même indice, le sommet. 2 chemins se présentent à nos équipes. Et celle qui gagne au jeu pierre, feuille, ciseaux a le privilège de choisir son point de départ. Les voilà partis à la recherche du précieux Graal.
et nos participants bravent tous les dangers. Mais Vincent est le premier à trouver le masque du roi singe après un dédale de passerelles. Et il n'est pas peu fier de lui. C'est trop simple. On a bien fait que J'ai dit Christopher, on il était dans descend. notre guide, de toute façon, il est J'ai dit parti on par là-bas. descend ici. Alors, je dis moi j'avais vu un oiseau et lui il est passé comme ça. Plouf. Oui, je voyais juste Et l'oiseau moi en fait. Et moi j'avais un ange qui m'a dit tu descends en bas. Un ange bien précis à moi, ici. Il m'a dit pas en haut, ici. Yes, yes, yes. Avec Suzhou, on peut découvrir des paradis verts à chaque coin de rue. Le jardin Zhouzhang, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est le jardin le plus célèbre de la ville, et pour cause. Tout n'y est que luxuriance et volupté. C'est un ravissement pour les sens, et le petit groupe n'y reste pas insensible. J'aime beaucoup, en France on a souvent des jardins très structurés, très organisés, très symétriques. Et ici c'est au contraire, on cherche à donner de l'harmonie dans l'asymétrie. Et ça j'aime beaucoup, les jardins chinois et celui-ci est absolument sublime. La visite continue avec la synthèse parfaite entre l'histoire et la vie moderne, incarnée par le musée de Suzhou. L'édifice a été conçu par le célèbre architecte de la pyramide du Louvre, le sino-américain Pei Yuming. Le groupe reste sans voix devant la finesse des objets présentés. Mais le clou du musée reste la reproduction d'une ancienne maison chinoise entièrement faite de bois et de paille, sans aucun élément métallique dans sa charpente. Nuit de Chine, nuit câline, comme dit la chanson, une parole qui s'applique parfaitement à celle qu'ont vécue nos amis. Sirotant une tasse de thé, assis sous un arbre à cannelle, les invités assistent à un petit concert de musique traditionnelle locale. Fadela succombe totalement à cette atmosphère féerique. Elle nous confie ses impressions. Et l'équipe de tournage nous a fait une grande surprise. Bon, on a pensé que c'était autour de la musique, mais je n'étais pas sûre encore. Et quelle merveille! J'ai entendu une voix, mais cristalline, qui descendait comme un nuage du ciel. Une jeune fille qui avait une voix magnifique et qui m'a chanté son pays et sa région. Et puis une autre qui a joué avec un instrument extraordinaire, avec beaucoup de doigté. Et nous avons continué avec l'opéra. Que dire quand on entend autant de musique depuis le matin, dès son lever? Je pourrais raconter des journées entières ce que j'ai entendu. J'aurais pu penser que la Chine me mettrait dans le 21e siècle. Elle m'a fait faire un pont entre 2 siècles. Quelle merveilleuse soirée aujourd'hui. J'espère que demain va m'apporter encore la suite de la musique. J'espère que demain je vais entendre de nouvelles paroles. J'espère qu'à Paris, je n'oublierai pas cette musique. Après une épreuve un peu physique à Shanghai, c'est au tour de la dextérité des participants d'être testés avec le guzheng, un instrument chinois, mi-guitare, mi-mandoline. Sylvia et Christopher ont été désignés pour représenter leurs groupes respectifs. Chacun s'est prêté au jeu avec enthousiasme. Mais c'est Sylvia qui remporte l'épreuve sans effort, laissant ses adversaires muets d'admiration. Ça m'a vraiment plu, c'était vraiment comme un jeu pour moi. En fait, c'était vraiment un jouet. Je vous remercie pour ça, je me suis vraiment bien amusée, oui. Au lever du soleil, abrités par un arbre à cannelle en fleurs, les lauréats restent sous le charme unique de la nuit précédente, la tête encore dans les nuages.
Ce doux rêve se prolonge au fil de l'eau. Les canaux et la douceur de vivre de Suzhou lui ont valu le surnom de la Venise d'Orient. Le chant des batelières berce langoureusement les participants le long des bras d'eau. Mais tout repos doit se mériter. Et le concours doit continuer. Les deux équipes à égalité doivent se départager au chant. Remporter l'épreuve est le seul moyen d'éviter la punition. Ce qui doit être au départ un concours de chant se transforme en instant de détente bon enfant. La compétition a été assurée par Fadela et Eli, chacun représentant leur groupe. Dans le village, pour que le bon couscous soit prêt, femme debout et du courage, pilon pam pam, pilon pam pam, pilez longuement. Oui. Des mots et des rivières, j'ai déposé le basilic de l'amitié sur ma fenêtre. Des larmes et des adieux ont accompagné ce basilic, mais j'ai refermé la fenêtre sur les confidences vitres fermées. Les batelières rendent leur sentence. C'est définitivement la poétesse qui a la plus belle voix du groupe. L'équipe de Fadela remporte donc la troisième et dernière épreuve du séjour. Le moment fatidique arrive, la punition culinaire. Les membres de l'équipe gagnante ont le privilège de choisir les plats. Pour faire leur choix, les gagnants sont même allés jusqu'à goûter les plats les plus repoussants. Et après un débat des plus difficiles, voici le menu de l'équipe perdante. Tofu qui pue, dont l'odeur équivaut certainement à une dizaine de camemberts en décomposition, mais également à la carte, des pâtes de canard mi-crues, des œufs de santan et des oreilles de cochon. Pour certains, le verdict est décevant. En effet, les perdants dégustent la tête haute les plats choisis. Sauf Eli. Alors ça c'est de la faim. Ça, il n'a rien aux deux là. Il a plusieurs siècles cet œuf là. Non, là je ne peux pas. Tu ne peux pas, hein? L'odeur là me chasse. Moi non plus je ne pouvais pas, j'y suis arrivé quand même. Ça, une mauvaise odeur. Voilà. Est-ce que vous avez goûté au moins avant de vous manger? Tu as goûté ça? Moi je fais confiance, je sais que ce n'est pas mortel. Non, mais ça c'est pire encore. Et il y a des gens qui aiment ça. Attention, il y a des gens dessous. Pour moi, c'est incomestible parce que ça a une odeur tellement fermentée et bizarre qu'il faut être vraiment initié pour consommer ça. Pour moi, c'est incomestible. Ce n'est vraiment pas comestible. Mais cette expérience gastronomique tout à fait exceptionnelle ne l'empêche pas de tomber amoureux de la ville et de ses habitants. S'il fallait choisir une ville en Chine pour s'installer, je devais choisir Suzhou. Malgré la frontière de la langue, chacun est prêt à vous dire un mot. Ils ont été tellement enthousiastes à m'enseigner leur langue que je tiens déjà ni ha pour dire bonjour. Puis c'est au cœur d'un quartier d'habitation que nos invités découvriront ce petit théâtre. Au programme, une forme artistique nouvelle pour eux, où se mélangent paroles et chants.
tradition surtout prisée des personnes âgées. Et même sans en comprendre les paroles, la performance ne manque pas de faire vibrer le cœur de la Moussa. L'art, le rythme et de la manière dont la dame jouait, à un certain moment, j'étais plongé dans un long, très pensif. Et je ne savais même pas où j'étais. Et subitement, on me dit qu'on nous appelait. Vraiment, je ne m'en revenais pas. C'était vraiment très émotionnel. Du point de vue art, vraiment, je suis très, très, très impressionné. Une émotion suprême, une émotion vraiment extrême. Au point où vous ne savez même pas si la scène est finie ou pas finie. Il faut tout d'un coup qu'on vous dise que c'est fini pour que vous revenez à vous-même. Mais toute bonne chose a une fin. Notre bande de joyeux compagnons est de retour à Beijing. Avant de repartir, nos lauréats goûtent une dernière fois à la tranquillité du parc Yuantan, où de nombreux Pékinois se rassemblent chaque matin pour faire leurs exercices en plein air. Difficile pour la Moussa de suivre cet octogénaire dans sa démonstration de tai chi. Je suis déjà fatigué. C'est vrai que c'est vraiment ça maintient l'organisme. Quand on le fait chaque matin, vraiment ça maintient l'organisme en forme. Nos francophones sont interloqués par la vivacité et la forme physique des retraités chinois, restés souples comme des roseaux. La preuve avec cet homme qui entame une incroyable démonstration sportive pleine d'adresse, à mi-chemin entre le tai chi et le badminton. Alors que Sylvia et Fadela se déhanchent au son d'un cha-cha-cha endiablé, Christopher, qui pratique le kung-fu depuis sa plus tendre enfance, a enfin l'opportunité de défier un maître chinois. Le parc devient alors une véritable aire de jeu pour nos amis qui s'amusent comme de petits fous de bon matin. Vous avez l'impression que vous pouvez participer à tous ces jeux, vous pouvez chanter avec les gens, ils vous acceptent, ils vous accueillent, ils sont très gentils. Et c'est vraiment une ambiance familiale aussi en même temps. Vous avez l'impression que c'est tellement naturel d'être là, tellement un joie de vivre. C'est vraiment extraordinaire. Et avant qu'ils ne repartent chez eux, nos invités vont vivre une véritable journée pékinoise. Pour leur ouvrir l'appétit, rien de mieux qu'une balade en pousse-pousse dans les Hutong, ces ruelles traditionnelles de la capitale. Après cette promenade autour du lac de Rohai, nos compagnons doivent relever leurs manches pour préparer leur déjeuner, dans le cadre idyllique d'une cour carrée. Ils préparent pour la première fois de leur vie le petit ravioli traditionnel chinois, le tiaozi. Ce plat d'apparence simple a une signification profonde dans la tradition chinoise. Cette spécialité est un plat servi pour dire au revoir et à bientôt à de bons amis. Après quelques essais plus ou moins fructueux, ils peuvent enfin déguster le fruit de leurs efforts. Comme le veut la tradition, une pièce a été cachée à l'intérieur de l'un des tiaozi pour apporter la fortune à celui qui la trouve. L'heureux élu est Vincent. Et c'est sur ce bon présage que s'achève cette aventure. Mais le séjour ne serait pas complet sans la visite du siège de CCTV. Nos téléspectateurs sélectionnés sont accueillis à la télévision centrale de Chine comme des amis de longue date. Ils commencent par le centre de contrôle, d'où la quarantaine de chaînes de CCTV est diffusée. Cette ampleur, pour moi, c'est un honneur immense que je ne saurais décrire par des mots. Je crois que bien que mon visage veut savoir déjà que je suis heureux d'être au centre même de la production d'une télévision de cette ampleur internationale. Pour moi, numéro 1, c'est la première des chaînes pour moi. Puis, plus ludique, vient la visite du plateau des émissions en direct. Je suis très content aujourd'hui de visiter ces plateaux de CCTV français parce que vous savez que nous en Afrique, nous suivons en tout cas pas mal toutes les émissions de CCTV français. Et aujourd'hui, voilà, je touche en tout cas les plateaux de l'émission Rencontre. Et c'est ici qu'on présente le journal
CCTV français. Je suis vraiment très content de visiter, en tout cas, les plateaux des CCTV français. Claude et Élie ont même eu la chance de participer à l'émission Rencontre. La rédaction se trouve quant à elle au 8e étage. Le groupe a salué les rédacteurs chinois et français en plein travail et a pu observer de près l'environnement de leur chaîne préférée. Ces 10 jours resteront gravés dans les mémoires, aussi bien de celles de nos amis francophones que de celles de l'équipe de CCTV français. Leur séjour a été marqué par des moments drôles et pleins d'émotions. Pour l'équipe de CCTV français, faire découvrir le véritable visage de la Chine aux téléspectateurs de la chaîne a été une expérience inoubliable. La bonne humeur et la générosité des participants francophones restent la meilleure des récompenses. La plus belle manière de résumer l'expérience, c'est Fadela qui nous la donne. Émotion, image, regard, sourire, intonation, tout est emmagasiné dans mon cerveau et dans mon cœur. Nous les remercions chaleureusement et nous leur laissons le mot de la fin. Vous venez avec une idée d'un pays, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu dans les émissions, ce que vous avez lu. Et après, vous arrivez sur place et vous voyez que ce n'est pas forcément comme vous avez imaginé. C'est plus vivant. On a une image un peu truquée, je pense, en Occident. On nous dit des choses sur la Chine, donc on a une idée sur quelque chose de plus cloisonné, plus rigide. Et on arrive et ce n'est pas vrai. C'est ouvert, c'est pas du tout cloisonné, c'est vivant. Ça m'a enrichi, c'est sûr, parce que ça m'a fait changer mon point de vue sur pas mal de choses. Et oui, j'ai découvert que c'était vraiment intéressant de venir ici. On a vu que vous étiez une équipe très sympathique, professionnelle. C'est ça que, voilà, malgré la fatigue, malgré l'intensité du travail que vous avez fait, malgré plusieurs demandes, moi j'ai demandé à comment aller au temple de Shaolin tout le temps. Mais bon, vous étiez resté calme, voilà, c'est toujours souriant, accueillant. C'est assez unique. Je suis dans l'aéroport, c'est le moment du départ. Je ne réalise pas tout à fait qu'on va tous se séparer petit à petit. On se sépare de l'équipe ici et puis on se sépare entre francophones aussi. Ensuite, à Paris, on retourne à nos vies respectives. Et puis voilà, je vous souhaite bonne chance à tous, à CCTV français. Je pense que vous êtes vraiment une équipe formidable, jeune, dynamique. Il y a vraiment une sincérité dans votre chaîne, ce que j'ai découvert au cours de ce voyage.